Et il me semble que du coup, Mika, tu voulais zoomer sur la Tanzanie, je crois, c'est ça que vous avez dit? Bah, oui, tout à fait. Tu l'as évoqué à plusieurs reprises. Effectivement, tu as parlé des colonies et tu as effectivement presque spoilé ma petite surprise, même si du coup, ça Oh n'en est mon plus une. Dieu! Mais si tu veux, vu que t'en Je sais suis tellement, impardonnable. je vais te laisser, même si tu veux annoncer de qui je vais parler. Ah oula, alors son nom spécifique, Il je a ne un me rappelle bon plus, nom je à sais coucher. juste, j'ai sa vie, le pire c'est que j'ai sa photo en tête, avec son magnifique chapeau colonial allemand, Oui, tout à fait. Je euh, vais parler de lui. et ses exploits aussi d'ailleurs, mais je pense que tu en parleras aussi au début avant la Seconde Guerre mondiale. Bref, spoilons pas. Oui, oui et non. Enfin, je vais rapidement l'évoquer. C'est vrai que pas parler à proprement parler de c'est beaucoup de mots, excusez-moi, ça fait beaucoup de fois le mot parler, je reprends. Je vais, parler, d'un événement ou plutôt, en fait, d'une série d'événements qui va commencer en 1914, mais qui va, en fait, se prolonger toute la guerre. Tout ça pour, en fait, vous amorcer, une petite, voilà, digression sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on parle de la Seconde Guerre mondiale. Bah, en fait, on oublie des fois le mot mondial, parce qu'effectivement, on borne généralement cette guerre à l'Europe, alors que, bon, bah, il y a eu plein de théâtres des opérations. Et ça tombe bien, parce qu'il y a pas très longtemps, j'ai lu une petite BD, enfin, j'ai lu plein de trucs en rapport à ça, La reco. mais qui s'appelle, voilà, Le Petit Théâtre des Opérations. Et donc, Ah, voilà, c'est une c'est petite bien. série sur YouTube que je vous recommande très chaleureusement et très fortement, qui est écrite et scénarisée par un type qui s'appelle Un odieux connard. Et ce type-là, il a fait plein de trucs. Et notamment une BD, dans lequel en fait il met également d'autres petites histoires. Et donc l'histoire que je vais vous raconter, ben, elle prend place en 1914. En fait, même un tout petit peu avant. Puisque bah, vu qu'il y a eu de terribles combats qui ont ravagé l'Europe, en fait, on a un peu tendance à oublier qu'il y en a eu à travers le monde, et notamment en Afrique, puisque c'était un des points, comme tu l'as bien dit, bah, qui était justement un des points d'orgue de cette guerre, c'était les empires coloniaux. Alors effectivement, les Allemands, comme tu l'as déjà si bien dit, ils n'étaient pas hyper doués dans la guerre coloniale, puisque les Anglais dominaient absolument tout, avec les Français et les Belges. Le truc, c'est que bah, les Allemands, ils avaient quand même des ambitions de récupérer quand même des territoires. Et ces territoires, bah, même s'ils en ont pas beaucoup, hein, donc effectivement, tu l'as à plusieurs reprises annoncé, donc l'Allemagne, entre 1900, très grossièrement, entre 1882 et 1885, elle va acquérir, enfin, elle va s'établir dans le sud-ouest africain, qu'on appelle, qui aujourd'hui correspondrait à la Namibie, puis le Cameroun, le Togo, ça s'appelle à cette époque-là le Togoland, le Rwanda-Urundi, qu'on connaît plus sous le nom du Rwanda et du Burundi, et enfin l'Afrique orientale allemande, la Dutch Ostafrika, qui va être le théâtre qui nous intéresse aujourd'hui, qui est aujourd'hui notre actuelle Tanzanie, qu'on appelait également Tanganyika, comme le chantait si bien Michel Sardou. Donc en 1985, la Dutch Ostafrika, donc actuelle Tanzanie, et donc pour des raisons plus pratiques, histoire que ce soit plus facile de la situer, on parlera de la Tanzanie, mais vous avez compris à peu près pour la situer, est en fait le théâtre d'une opération pas banale, puisque en 1914, donc le 2 novembre, voilà, c'est ça, je reprends mes notes, excusez-moi. Le 2 novembre, en fait, il va se passer un petit truc du côté du Kenya. Voilà, globalement, du Kenya britannique et de la Tanzanie. Puisque, bah, comme vous le savez, à cette époque-là, on n'a pas internet. Voilà, et bah, forcément, les messages, ils mettent un peu de temps à arriver. Et donc, à la déclaration de guerre, en août 1914, il y a un type qui a un petit peu vu le vent tourner et qui s'est dit: «Ouh là là, déjà, même si on suit un petit peu le bordel, qu'on est dans l'armée et qu'on a reçu cette histoire de c'est la déclaration de guerre en Allemagne, et ben, on sait que ça va très, très vite dégénérer dans les colonies». Et donc ce type-là, il a un nom, et il va falloir bien le retenir parce que c'est très important. Je vais pas le dire de nombreuses fois, parce que ce gars-là, il a un nom à coucher dehors, il s'appelle Paul von Lettow-Vorbeck. Paul Alors, von Lettow-Vorbeck, ok. ouais, Paul von Lettow-Vorbeck, en fait, c'est un général allemand. C'est avec un V ou un W? Alors, Lettow W et Vorbeck avec un V. Avec un V, donc c'est Vorbeck alors, du coup, si c'est Ouais, allemand. c'est Vorbeck, tout à fait. Alors, c'est un général allemand qui est originaire de la Sarre, c'est un mec instruit, il est expérimenté, il a déjà pris part à plusieurs conflits coloniaux, et selon toute vraisemblance, et l'histoire qui lui est accordée, c'était que c'était un gentleman confirmé. En 1914, Leto Vorbeck, il est nommé commandant des minuscules forces allemandes, donc il y a 200 officiers européens et quelques compagnies d'Ascari, sur lesquelles on va revenir plus tard, de la Dutch Ostafrika. Et c'est un officier qui est assez ouvert d'esprit, il est gentleman, il parle les langues des autochtones locales, puisqu'il y a plusieurs langues qui se mélangent, mais lui, il les parle, en tout cas, pas forcément parfaitement, mais il les parle très bien, et il est hautement respecté par tous les hommes qui servent sous ses ordres. Et donc, à la déclaration de la guerre en 1914, il comprend instinctivement que, bah, en fait, s'il prend pas l'initiative vu qu'il est en sous-nombre, ça va vite être la merde pour lui. Heureusement pour lui, c'est quand même un homme
voilà, qui sent venir le vent, et on va dire que il reçoit un petit télégramme de Berlin qui lui explique gentiment que tout va bien, c'est pas la peine d'attaquer en premier, puisque de toute façon, il y a un petit pacte de non-agression, parce que les Anglais ont promis de pas attaquer dans les colonies. Donc, des Anglais, une promesse. Bon, allez, rassemblement général, ils vont forcément la rompre à un moment donné, donc on va se mettre en ordre de bataille. Et c'est pas loupé, puisque dès le mois d'octobre, et à forte raison dès le mois de novembre, les Anglais attaquent. C'est le général Arthur Aitken qui, avec 8000 Indiens réservistes, va attaquer la ville de Tanga, qui est donc l'actuelle capitale de la Tanzanie à ce moment-là. Et donc il se trouve que il se passe pas grand-chose du coup, puisque vu qu'il va attaquer, il s'attend à une victoire rapide, sauf que en fait, Leto Vorbeck il s'était préparé à une attaque, et donc ça va pas marcher. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va attaquer, et directement entre le 2 et le 5 novembre, débarquer sur les plages de Tanga en pensant obtenir une victoire rapide. Entre le 2 et le 5 novembre, 8000 Indiens réservistes vont se faire piler, massacrer et se faire renvoyer à la mer par à peine 1100 hommes de Leto Vorbeck qu'il avait réussi à rassembler. À 8 contre 1, Leto Vorbeck gagne, et de manière assez simple, grâce à des techniques d'embuscade et d'attaque surprise, il va renvoyer à la mer le général Aitken. Le second jour, Aitken ordonne une attaque qui est également repoussée par la garnison de Tanga, fortement embusquée. Dans l'après-midi, ça tourne carrément au combat d'embuscade, et le 4 novembre, Leto Vorbeck, c'est lui-même qui déclenche une offensive qui oblige les Indiens à réembarquer sans armes ni bagages. Et ça, c'est très important de le noter, puisque ça va être une stratégie qui va adopter tout le long de cette campagne, puisque oui, il va partir en campagne après, puisque dans leur désastreuse retraite, ils abandonnent fusils, mitrailleuses et plus de 600 000 cartouches qui seront bien utiles aux halls allemands pour poursuivre le combat. Donc, une armistice est conclue le 5 novembre pour évacuer les blessés. L'histoire retiendra même que c'est Leto Vorbeck qui va proposer, autour d'un petit cognac, tout simplement de lui fournir des médicaments, en fait les mêmes médicaments que le gars avait abandonnés sur la plage. Il lui dit on va soigner tes blessés, il n'y a pas de problème, puis tu rentres chez toi, et puis t'arrêtes de me faire chier. Et puis tu sais quoi, tu vas même me laisser l'alcool en prime. Et ça fait plaisir. Donc le bilan de cette bataille, qui a duré quand même 3 jours, donc sur 3 jours, 3 escarmouches, bilan est de 487 blessés, 360 tués pour la brigade indienne, contre 81 blessés et 61 tués pour le camp allemand. Voilà, donc on est sur un rapport de 1 pour 6, alors qu'ils étaient à un rapport inverse de 1 pour 8. Voilà, donc le type, il a des hommes qui lui font confiance, et donc il sait mener sa barque. Au cours de cette expédition, il va continuer, puisque vu qu'il a gagné, pourquoi s'arrêter sur cette lancée? Il va donc décider de contre-attaquer. Donc une fois que les Anglais ont battu en retraite à Tanga, il va lever le camp, et il va partir pour le Kenya britannique. Tu as dit tout à l'heure qu'effectivement, le bulldog anglais et ses colonies, en fait, n'avaient pas vraiment à craindre les attaques allemandes, et c'est le cas, sauf de cet homme. Leto Vorbeck est le seul général allemand à être revenu victorieux des colonies. Et quand je dis victorieux, c'est pas il a ramené 1 ou 2 victoires. Non, le type n'a pas connu une seule défaite jusqu'à la fin de sa campagne. Et vous allez voir qu'elle va être longue, sa campagne, puisque entre 1914 et 1918, il va faire beaucoup de dégâts dans le Kenya et dans les pays limitrophes. Alors le 18 janvier 1915, par exemple, à la bataille de Jassine, il va gagner contre les Britanniques, d'ailleurs contre l'attente de tout le monde, puisque même lui est surpris d'avoir gagné. Il va tout de même y perdre des lieutenants et des soldats très expérimentés, mais de son point de vue, ce qui est plus important, c'est pas forcément de gagner, mais de gagner du temps. Parce qu'il sait que son adversaire est théoriquement supérieur sur absolument tous les rapports, et il sait parfaitement que l'Afrique de l'Est, c'est qu'un théâtre secondaire dans lequel l'idée c'était d'agripper un maximum de forces de l'Alliance pour justement les retarder, et que ce soit des hommes qui ne soient pas envoyés sur le front principal, c'est-à-dire en Europe. Et donc il mène constamment une guerre de guérilla qui remplit impeccablement ses objectifs. Il dirige avec audace ses hommes dans des incursions dévastatrices au cœur des provinces britanniques du Kenya et de la Rhodésie, lesquelles visaient spécifiquement les forts, les chemins de fer et les communications britanniques. La logique militaire sous-jacente, c'est que s'il parvenait à distraire du front européen dans son secteur, il pouvait contribuer à la victoire des forces allemandes sur le front principal. Évidemment, tout ceci est coupé de la communication avec l'Europe, donc il fait comme il peut, et en imaginant que ce qu'il le fait, il le fait bien, quoi, et que de toute façon, ça pourra faire gagner peut-être du temps à des troupes européennes. Au cours de ces événements ravageurs, le général von Leto Vorbeck réussit à lever une armée de plus de 12 000 soldats africains parfaitement entraînés et disciplinés, comprenant un minuscule noyau d'Européens composé essentiellement de troupes d'infanterie de marine, de marins et de colons. Alors, ces indigènes qui sont parfaitement disciplinés et qui composaient la grande majorité, à peu près 98% tout de même, de ces effectifs, ce sont des askaris de la Schutztruppe, qui avaient été armés en grande partie grâce aux prises effectuées sur les Britanniques. Ces soldats coloniaux se taillent rapidement une réputation méritée
de combattants farouches à la loyauté indéfectible envers cet officier allemand, qui s'adressait à eux en leur propre langue et que tous ses pairs respectaient. Il se trouve que les Askaris, donc on va en parler un petit peu plus, la traduction c'est un mélange entre un mot arabe et un mot somalien ou perse qui vient de asker, qui veut dire soldat, tout simplement. En fait, les Askaris, elles ont été utilisées par toutes les troupes en Afrique. C'est simplement que les Askaris allemandes, elles avaient bénéficié d'une éducation militaire allemande. Et c'est ça où c'est très important, c'est-à-dire que, pour la suite, là où c'est rigolo, c'est que la discipline allemande, on peut pas leur enlever que ils ont quand même une armée très disciplinée. Et donc, les Askaris profitent également de ces enseignements militaires. Ils ont également droit à du bon matériel, à une bonne solde, ce qui fait que généralement, quand vous êtes bien payé, vous avez plus envie de vous mouiller le maillot. Et elles ont été énormément utilisées par les Allemands, qui, dès 1880, globalement, ont composé déjà des troupes qui ne sont pas considérées comme des troupes d'élite, mais qui sont tout de même considérées et valorisées vachement plus que par les autres pays européens. Et c'est là où justement ça devient intéressant, c'est que Leto Vorbeck appréciait et surtout estimait ces hommes qui, on le rappelle, n'ont pas la même couleur de peau que lui, et dans ce contexte de guerre justement coloniale, le facteur racial, il est très important. Et le fait de défendre et de prendre fait et cause pour ses troupes et pour ses hommes, ça a beaucoup joué en sa faveur, et ça lui a notamment valu beaucoup de mérites qu'on reverra par plus tard. Il faut savoir également que ce monsieur, il est pas allé la dernière pluie non plus, c'est-à-dire que c'est un bon stratège, mais il sait également récupérer tout ce qui peut l'être. Il pratique une forme de terre brûlée, mais dans la jungle, ce qui ressemblerait plus à les techniques de guérilla qu'on retrouvera au Vietnam, par exemple. Puisque, par exemple, lorsque, petit fait de guerre, en 1915, il y a un navire allemand, le SMS Königsberg, qui est coulé. En fait, il est mis à l'eau dans le delta du fleuve, rue Fidji, par les Belges. Et le truc, c'est que plutôt que de le laisser couler et sombrer dans le delta, qu'il peut pas complètement couler, puisque c'est quand même un gros bateau qui a pas tant de fond, le mec il recrute les marins en leur disant les gars, vous savez quoi, vous allez bosser pour moi et on va même faire un truc, c'est qu'on va récupérer les canons sur votre bateau et on va en faire des canons d'infanterie. Voilà. Donc le mec il a juste créé des canons de campagne à partir de débris de croiseurs. Voilà, donc le mec il a pas d'armée, il part avec 3 fusils et avec 1000 hommes et il revient, il a une armée de 12 000 hommes, ils sont surarmés et ils ont de l'infanterie. Comment ce mec fait ? Je ne sais pas, une sorte de MacGyver allemand. Il se trouve qu'en plus de ça, le gars a une autre alliée pendant toute sa campagne, c'est que, comme je vous l'ai dit, ce sont des troupes extrêmement expérimentées qui voyagent avec lui, mais ce sont également des troupes qui ne possèdent pas de véhicules. Et c'est très important puisque la plupart des combats vont se dérouler dans la jungle. Et l'acheminement du ravitaillement, des fusils, des troupes, est vachement facilité lorsque vous avez des véhicules, sauf lorsque votre territoire, c'est un territoire qui est bordé de jungle. Et du coup, les Askaris, eux, ils sont tout habitués à porter sur le dos. Donc la majorité de son armée, en réalité, ce sont des porteurs, des gens qui vont servir tout simplement de mules humaines, et donc ce sont des gens en parfaite condition physique pour affronter les rudes conditions climatiques et surtout épidémiologiques de la jungle, puisque lorsque les soldats britanniques et belges vont arriver pour essayer de l'arrêter, on rappelle que du coup, Jan Smuts, le général anglais qui va décider d'arrêter un petit peu l'avancée de cet homme, va mobiliser plus de 45 000 hommes, pour en arrêter 12 000 on rappelle, pour l'arrêter dans la jungle. Et là encore, en 1916, Von Leto, va se servir de toutes ces conditions pour bouter les Anglais hors du Kenya, tout simplement. Donc il va simplement, encore une fois, reculer pour mieux sauter, puisqu'à chaque fois que les Anglais vont s'approcher de ces bases, ils vont simplement la reculer jusqu'à ce que suffisamment d'Anglais tombent malades pour pouvoir contre-attaquer dès qu'ils avaient décidé que le terrain était suffisamment avantageux. Et généralement, c'est toujours avec des conséquences un peu humiliantes pour ses adversaires, ce qui fait que, on va dire qu'il irrite un petit peu les généraux en face. Bon, évidemment, vous doutez bien que cette Dolce Vita allemande va s'arrêter un moment parce que, en sous-nombre effectif, encerclé de tous les côtés et par, comme tu l'as très bien dit, le bulldog anglais qui ne voudra plus jamais lâcher sa proie, il va se retrouver acculé. Et donc, il ne peut pas empêcher les Britanniques d'engager de plus en plus d'effectifs et au final, il va finir à se mettre à dos les Sud-Africains, les Portugais, les Belges. Et s'il arrive toujours à s'en échapper, en octobre 1917, acculé par des forces théoriquement écrasantes, il bat quand même spectaculairement les Britanniques à Maïa. Et ouais, vous attendez à dire qu'il va perdre ? Non, puisque à Maïwa, il va mener une bataille contre les Britanniques où il ne perdra que 96 hommes contre 3000 pour les Britanniques. Après 5 jours de combat dans les marécages ne figurant sur aucune carte. Voilà. Évidemment, au bout d'un moment, ça finit par s'arrêter, puisqu'il doit battre en retraite et son retrait est organisé en 1918, un petit peu justement avant la fin de la guerre.
et il est obligé de se rapatrier. Il se trouve qu'il n'est pas tout seul à être rapatrié, puisqu'il organise le rapatriement de ses soldats allemands, mais également de ses prisonniers de guerre, et il veille à s'assurer que le traitement équivalent soit accordé à ses soldats africains. Parce que oui, je vous l'ai déjà dit, Let Overbeck, c'est un gentleman. Et il se trouve qu'il a vraiment beaucoup milité, il a beaucoup fait pour que les troupes qu'il ait accompagnées pendant justement cette campagne africaine soient traitées avec le même respect que des hommes sur le continent. Choses qui ont été faites jusqu'à l'avènement d'un petit parti mené par un petit Autrichien un petit peu teigneux avec une petite moustache sous le nez, qui va un petit peu délaisser évidemment ce petit contrat avec ses troupes coloniales. Mais la morale de cette histoire est toujours quand même un petit peu nuancée, puisque à l'image de nos indigènes, comme on les a connus aussi en 1945, qui se sont beaucoup retrouvés délaissés, et si vous n'avez jamais vu ce film de guerre qui s'appelle lui aussi Indigène, je vous invite à le voir, et qui parle justement de nos soldats tombés au combat qui se sont battus pour nous, des soldats des colonies qu'on appelait ces fameux indigènes qui se sont battus pour la France et qui ont été complètement délaissés et oubliés par elle. Et bien les Allemands, qui effectivement pendant un moment les ont oubliés, ne les ont pas oubliés totalement. Puisque, évidemment, suite à la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un trou. Le Parlement de la République fédérale Allemagne, en 1964, vote le financement des arriérés de salaire des askaris encore en vie. L'ambassade d'Allemagne de l'Ouest à Dar al-Salam a identifié environ 350 anciens askaris qui étaient encore en vie. Et ils ont mis en place un bureau de caisse temporaire à Mzawa sur le lac Victoria. Le truc, c'est que c'était un petit peu compliqué après tout ce temps passé, puisqu'il en restait que 350, donc pour verser l'argent qui leur était dû, c'était un peu compliqué de les identifier. Et l'histoire est belle, c'est que je vous ai expliqué qu'ils avaient été formés à l'allemande, avec une rigueur qui leur est somme toute très propre. Et bien il se trouve que c'est ce qu'ils ont utilisé pour les identifier. Puisque seuls quelques demandeurs avaient pu produire des certificats qui leur avaient été remis en 1918, et ben du coup ils ont dû se résoudre à une petite stratégie. Le banquier qui avait apporté l'argent à verser à ces fameux askaris, a eu une idée. On leur a remis à chacun un balai, et on leur a ordonné en allemand d'exécuter le manuel des armes, c'est-à-dire le rechargement, la tenue, etc. Personne n'a échoué à l'épreuve. Aucun de ceux qui avaient été devanteurs n'ont échoué à cette épreuve, et donc ils ont tous reçu leur pension, avec effectivement des arriérés et un petit peu de retard, mais les 350 anciens askaris ont pu être indemnisés pour leurs bons et loyaux services envers l'Empire allemand. Voilà. Je conclus rapidement du coup sur cet homme. Si je parle évidemment de cette figure allemande, c'est pas pour rien, c'est que déjà j'ai découvert son histoire assez récemment, mais c'est surtout l'histoire des askaris qui m'a plus touché. Tous ces coloniaux, comme on les appelait à l'époque et comme certains continuent de les appeler, eux aussi luttaient et se sont battus dans des guerres d'impérialisme qui leur ont pour beaucoup coûté la vie et beaucoup plus que ça. Et l'histoire de Let Overbeck, qui est teintée de panache et de frasques jusqu'à sa mort, reste surtout l'histoire d'un type qui est né du bon côté de la barrière et surtout du bon côté de l'Europe. Même s'ils ont perdu la guerre, il est quand même né dans la Sarre, il a reçu une bonne éducation, mais il n'a tenu qu'à lui en fait d'en faire profiter des gens qui eux n'y avaient pas accès. Et pourtant, il les a pris sous son aile et il les a considérés comme ses pairs. Voilà, je trouve que en termes de leçon de morale, même si dans des conflits il y a des belligérants, et effectivement, comme tu l'as dit, il y a des gens qui sont plus responsables que d'autres, il n'impute pas toujours toute la responsabilité à tous les gens qui sont impliqués dans ce conflit. Merci de m'avoir écouté. Et merci à toi de nous avoir fait partager ça, surtout. Franchement, c'est très intéressant. C'est vrai que c'est, comme tu l'as dit au début, c'est pas le genre de choses qu'on évoque forcément toujours quand on parle de la Première Guerre mondiale. Ça fait du bien aussi d'avoir le côté mondial, justement, d'un petit peu décrit. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va peut-être pouvoir mettre en avant avec ce projet un peu audacieux de un épisode par année. Et si vous êtes chaud, vous pouvez revenir faire d'autres chroniques dans le futur. Et quoi qu'il arrive, je pense qu'on le fera parce que pendant cet épisode, je me suis dit, putain, j'ai trop envie de parler de ça, et de ça, et de ça, et de ça. Et ça peut foisonner à mort, en fait. Tout ce qu'il y a à dire, tout ce qu'il y a à préciser, c'est complètement fou. Et l'anecdote que tu nous as donnée aujourd'hui, Mika, cet individu, ces batailles dans les colonies, ça fait partie des choses qu'on peut apprendre justement grâce à ça. Donc merci. Merci à toi. Avec plaisir. Sachant que, évidemment, c'est une chronique un petit peu courte que j'ai évidemment raccourcie pour les besoins de l'épisode. Mais quand on mène des recherches là-dessus, on se rend très vite compte que ces empires coloniaux, l'allemand, les empires coloniaux britanniques, etc., en fait, ils sont pas sereins à ce moment-là. Ils sont également secoués de heurts. Il y a beaucoup également de guerres de clans. Il y a beaucoup de petites de rébellions et tout contre ces empires coloniaux qui, pour le coup, sont vraiment surarmés, possèdent des vraies administrations, mais qui sont pas toujours aimés partout. Ce qui fait que c'est pour ça que Let Overbeck va être beaucoup apprécié. Là où il va passer, c'est que quand il va arriver au Kenya, en fait, plutôt que de proposer aux gens des milliers et des cents, ils vont simplement les recruter en leur disant, les gars, si on n'allait pas juste casser la gueule aux Anglais, et il y a beaucoup de gens qui vont le suivre uniquement pour cette raison, c'est parce que il va recruter des populations locales, il va recruter des civils, des gens qui ne vont pas forcément armer, des gens même qui ne savent pas se battre, mais simplement pour l'aider dans sa croisade contre l'Angleterre, entre guillemets.
Et je trouve que c'est important de se rendre compte de l'inimitié et de toutes ces velléités qu'ont pu apporter en fait justement ces empires coloniaux et dont on paye encore aujourd'hui les pots cassés suite à nos différents passés coloniaux. Évidemment, je fais référence à l'Algérie, je fais référence au Maroc, je fais référence à la Tunisie, qui pour beaucoup ont encore une histoire tenace avec notre pays, qui n'a pas toujours été tendre avec. Voilà. Merci encore une fois. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.